Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bureau Oval, l'émission en rugby de la First Team. On se retrouve une semaine après la défaite du 15 de France au Stade de France contre l'Écosse. Malheureusement, le tournoi destination s'est mal terminé. On a un peu pris le temps, on s'est dit que ça ne servait à rien de parler sous la frustration. Donc on veut tirer un bilan un peu plus clair de ce tournoi destination. Et aujourd'hui, pour en parler, on retrouve sur le plateau de Bureau Oval Aymeric pour commencer. Comment ça va, mon mec ? Bon, ça va, on a eu le temps de digérer. On embrasse Brice Dulin, bien évidemment. Et puis, ça se passe très bien, quoi. Ouais, c'est notamment lui qui a fait qu'on a eu une certaine frustration et qu'on s'est dit bon. Et en vrai, est-ce que c'est pas ça le panache ? Voilà. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y en a certains qui ne sont carrément pas venus parce que Alex, il s'est dit, Rivaldi, ils sont dit, putain, non, on va dire des conneries. Ouais. On va les démonter, donc on va rester à la maison, tu vois. Ouais, bon, ou alors ils sont au boulot. Enfin, on sait pas trop, tu vois. On sait pas trop, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Mais en tout cas, pour les remplacer, personnage de qualité, Thomas Perrotto, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ouais. Je suis très ému d'être ici, a priori. Tu disais qu'il y a des mecs qui n'étaient pas là, donc tu m'as appelé, en fait, c'est un peu ça le... Voilà, exactement. Mais ce n'est pas n'importe qui, parce que peut-être que tu es ému aussi, Thomas, parce qu'il vient d'apprendre juste avant l'émission que le match entre le Leinster et Toulon était annulé, purement et simplement. Et tu devais tout simplement travailler dessus. Donc, ce soir, 18h30, j'avais prévu le petit papier. Non, il y a quand même Lyon demain, donc... ok. Voilà. L'Union Bordeaux-Bègles, effectivement. Un peu triste, c'est frustrant quand même. T'as dit quoi ? T'as dit Lyon ou t'as dit l'Union ? J'ai dit Lyon, mais Joseph a préféré parler du Lyon. J'ai compris l'Union, moi. Ah ouais. Voilà. Je le laisse dire. Ouais. Lyon, gros match aussi. Merci, Thomas. Etc. Ouais, ça va être mais là, la Coupe d'Europe arrive et ça va être... les huitièmes de finale sont très excitants. On en parlera dans le petit bureau, hein, Aymeric. Lundi. Comme alors, toujours. tous les lundis sur la chaîne Twitch de la First Team, First Team 101 sur Twitch. Voilà, vous téléchargez l'application, vous allez sur Internet. Et First Team 101, voilà, vous tapez dessus. Et il y a un peu de tout, mais le lundi à 18h30. C'est le petit bureau, donc c'est un petit peu la petite sœur de Bureau Oval, où on parle top 14, Pro D2, et là en l'occurrence on va parler Coupe d'Europe. Exactement, donc on va revenir sur cette fin de tournoi destination du 15 de France. On va regarder d'abord un petit rappel piquant du score du dernier match avec cette défaite contre l'Écosse au Stade de France 27 à 23, et ce qui donc a donné un classement final qui n'était pas forcément celui attendu en début de tournoi, mais en tout cas ce sera la question qu'on va se poser tout à l'heure. La France qui termine donc deuxième avec 16 points, 4 points derrière les Gallois. Les Gallois, on va pas se mentir, grande surprise globalement de ce tournoi à destination avec cette victoire qui met 4 points d'avance sur le deuxième. Les Irlandais finissent troisième à égalité de points avec les Écossais. Les Anglais, petite victoire pour Aymeric. Les Anglais qui finissent, on va dire dernier, hein, parce que l'Italie était là juste pour faire le sixième homme. Mais ouais, les Anglais derniers et puis c'est justifié au vu de leur niveau de jeu, vu qu'ils ont joué qu'un seul match dans ce tournoi contre nous. Les bâtards. Malheureusement. Et cuillère de bois, donc effectivement pour les Italiens, tournoi encore compliqué pour eux. La question qu'on se pose donc aujourd'hui, vous allez la voir apparaître, c'est cette deuxième place est-elle un échec pour le 15 de France ? On va commencer avec ton avis, Aymeric, global, oui ou non ? Moi je dirais non. Moi je trouve pas que ce soit un échec, je trouve qu'on est dans la continuité. En fait, je repense au tout premier bureau Oval, tu vois. Les premiers bureaux Oval que moi j'ai fait, qu'on faisait ensemble, on se rappelle du capitaine Guirado, on se rappelle de Brunel, on se rappelle même avant, où c'était vraiment la catastrophe. Pas de plaisir dans le jeu, pas de plaisir, on connaissait pas les hommes, enfin tu vois, genre pas des hommes en qui tu t'identifies, etc. Donc là je trouve que le renouveau est en train de prendre, je trouve qu'on fait un deuxième tournoi dans la même veine. Voilà, on développe autre chose. Je trouve qu'on a eu un tournoi aussi de qualité, extrêmement homogène. On l'a dit, mais genre, il y a eu entre les gros, hein, j'enlève l'Italie, mais en gros, il n'y a eu que 2 défaites de plus de 5 points sur les 10 confrontations entre les gros. Ce qui annonce quand même une énorme... Enfin, de toute façon, on a kiffé. Ce qui annonce un énorme tournoi de destination. Le fait qu'on arrive à s'en sortir et à être deuxième de ce tournoi, je trouve que c'est bien. Je trouve pas que ce soit si déceptif que ça, sachant que pour moi, le Pays de Galles a full chaté. A eu beaucoup de chance. Voilà, je vais le parler correctement. On avait compris. Mais genre, ils ont eu beaucoup de chance sur notamment les 2 premiers matchs
où ils doivent clairement le perdre dans tout ce que tu vois dans Et l'intensité du jeu l'adversaire prend 2 rouges. contre l'Irlande et contre l'Écosse. Voilà. Et après, il y a des rouges. Et après, il y a des rouges pendant quasiment une mi-temps à chaque fois. Donc forcément, ça les a mis en confiance. Mais ils doivent jamais gagner ce tournoi normalement. Bon, Aymeric n'est pas si déçu que ça de cette deuxième place. Thomas, qu'en est-il pour toi? Alors un échec, certes, le mot est peut-être un peu fort, mais une déception, oui, parce qu'Aymeric, en fait, il parle de l'équipe de France par rapport à l'endroit d'où elle vient. Moi, je regardais plutôt par rapport à où est-ce qu'elle veut aller. 2023, la Coupe du Monde, gagner des titres. Fabien Galtier l'a quand même répété suffisamment, même les joueurs et Raphaël Ibanez. Il faut gagner des titres. Deuxième tournoi, toujours pas de titre. Une défaite de plus quand même, mine de rien, par rapport au tournoi précédent. Donc rien que par rapport à ça, c'est un petit recul en tout cas. La Coupe d'automne des Nations avait aussi fait naître quelques espoirs. Tu arrivais sur un tournoi où tu t'es dit, bon, bah... Honnêtement, c'est alors pas l'année ou jamais, mais il y avait un déplacement en Irlande, il y avait un déplacement en Angleterre, à huis clos, donc ça rebattait aussi peut-être les cartes de ces fameux matchs à l'extérieur. Donc rien que par rapport à tout ça, je trouve que oui, c'est une petite déception de finir seulement deuxième avec une défaite de plus et surtout la première défaite à domicile de l'Air Galtier. Donc on en a parlé de ce match face à l'Écosse. Mais est-ce que toi, t'aurais signé en fait pour cette deuxième place avant le tournoi? Juste avant le tournoi, deuxième place en ayant gagné 4 rencontres et en ayant perdu une fois, pourquoi pas. Deuxième place en perdant 2 fois, non. Ouais, mais tu vois, enfin, moi j'entends le côté déception. Moi aussi, je suis déçu. On voulait qu'on gagne, tu vois. On s'est dit, voilà, l'étape d'après, c'est de gagner. Tu fais deuxième au tournoi l'année dernière. Tu te dis, bon, bah, c'est cool, on peut faire mieux. Tu fais deuxième à l'Automne Nations Cup. Tu refais deuxième là. Tu te dis, oulala, là, qu'on ne vienne pas les poulies d'or, qu'on fasse pas finaliste de Coupe du Monde et yes, on est deuxième, tu vois. Mais pour moi, la défaite en Écosse, contre l'Écosse, je veux dire, elle compte même pas, en fait. Parce que cette défaite-là n'est que la résultante du faut qu'on mette 4 essais, faut qu'on enflamme le match, etc. Parce que le match, à la sonnerie, on le gagne. Donc pour moi, je pense que ce match-là, en Coupe du Monde, ou dans un tournoi où il n'y a pas 70 points à mettre d'écart, on le gagne, ça tape en touche, il n'y a pas de problème. J'en suis persuadé. Je pense que c'était clair de panache de Dulin n'arrivera plus jamais dans un autre contexte. Là, le contexte était vraiment particulier. Donc pour moi, cette défaite-là, elle est plus qu'anecdotique. Elle va faire plaisir aux Écossais. Elle nous enlève pas la deuxième place. Si elle nous avait fait basculer à la 4e place, elle aurait fait mal en termes de classement. Mais là, on reste deuxième quoi qu'il en soit. Après, tu as quand même le staff de l'équipe de France qui s'est suffisamment gargarisé de ce ranking IRB à dire on veut être parmi les 3 nations mondiales. Et on chute. Tu chutes à la 5e place à cause de cette défaite. Ouais, c'est vrai. Et je me rappelle, on avait fait aussi une émission après le premier match où on parle tous de ces matchs du tournoi qui sont hyper importants. Une victoire dans le tournoi, c'est hyper important. Et une victoire, enfin quand je parle juste un match du tournoi, gagner face à l'Écosse, ça compte aussi pour des joueurs, ça compte pour une équipe, ça compte dans un bilan. Du coup, de le perdre comme ça à la fin, je trouve ça vraiment très dommage. Bah, ça fait tâche, quoi. T'as vraiment le sentiment d'avoir passé un bon repas et que le dessert, c'était pourri. Ouais, c'est vraiment ça. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est est-elle un échec globalement? Mais comment est-ce que le groupe le vit? J'ai l'impression qu'avec les objectifs dont vous avez parlé, l'objectif avant le tournoi pour le staff, c'était 1, le Grand Chelem, et c'était 2, de gagner le tournoi. Et quand on voit évidemment leur déception à la fin du match, c'est au-delà de la simple déception d'avoir perdu un match, c'est la sensation que j'ai eue, c'est que eux, en tout cas, l'ont vécu comme un véritable échec. Et si eux avaient cette question sous les yeux, Aymeric, eux répondraient oui, j'ai l'impression. Je pense on le vit comme un échec, quoi. Non, mais bien sûr. Moi, je suis pas rugbyman professionnel, je suis pas dans le 15 de France, même si, bon, je suis pas loin. En tout cas, on a les analyses, des fois, on n'est pas loin d'eux, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ce sont des compétiteurs. Si eux ne croient pas en leur victoire, si eux ne mettent pas la barre très très haut, eux ils veulent être quoi? Ils veulent être champions du monde. Ça va même au-delà du tournoi à destination. Ils veulent être champions du monde. Ils veulent être la première équipe de France à être champion du monde. Donc forcément, il faut qu'ils mangent ça dans la tête. Il faut y croire. Si eux n'y croient pas, ils n'y seront jamais, tu vois. Donc forcément, ils vont être déçus. L'Automne Nations Cup, nouvelle compétition. Nous, au début, on s'est dit, bon, ça ressemble à quoi? Finalement, c'est prêt au jeu. Mais eux, c'était une compète. Ils voulaient la gagner. Moi, je me rappelle des déclarations de Dulin après la défaite à Twickenham en finale de l'Autumn Nations Cup. Il était dégoûté. On était tous en train de dire, putain, le super match que vous avez fait, c'est énorme. Ouais, non, on a perdu. Et moi, je pense que oui, il faut que ces joueurs-là aient cette rage-là et la rage de la défaite, le goût de la défaite, tu vois. Et c'est hyper important. Et c'est même dans la construction d'une équipe qui va gagner,
c'est important. Ouais, c'est important. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui le disent et qui l'assument. Et j'en fais un peu partie de se dire que gagner le tournoi, peut-être que ça aurait été un peu un cadeau empoisonné. On va le voir, le tableau récapitulatif, Ben, si tu peux le mettre, de l'ère Fabien Galtier après 1 an et demi, et qui est donc à 10 victoires et 4 défaites. Et donc 2 deuxièmes places dans le tournoi destination. Et voilà, merci les gars. Et la finale de l'Autumn Nations Cup, Thomas, est-ce que toi tu fais partie de ces gens-là qui pensent que perdre est presque une bonne chose en vue en vue du mondial, notamment qu'on prépare à la maison. Clairement pas. Perdre, c'est jamais une bonne chose. Je connais peu Mais d'équipes être qui pas loin de gagner plus que perdre, effectivement. Ouais, mais si t'es pas loin de gagner, dans ce cas-là, faut gagner pour pouvoir avancer. Parce que, comme disait Emery tout à l'heure, sinon tu es toujours à ton petit plafond. Tu dis, ah, on est là, mais on n'a pas basculé. Je me rappelle de l'équipe d'Angleterre avant la Coupe du Monde 2015 qui avait une très très bonne génération, mais qui avait pas gagné de tournoi, si je dis pas de bêtises. Oui, 2015, c'est en Angleterre. C'est la génération Lancaster qui l'avait amené un peu au sommet, mais sans gagner. Et en fait, gagner des titres, gagner des compétitions, ça compte vachement dans l'esprit des joueurs parce que tu crées une confiance derrière ça. Que là, en fait, alors je dis pas que la confiance elle est tombée, mais en tout cas, tu te mets une pression supplémentaire crée pas l'année un prochaine. élan, quoi. L'année prochaine, clairement, l'équipe de France, moi je serais plus déçu l'année prochaine, tu vois. Je me dis, ok, on était encore. Là, en fait, ce tournoi-là, ce qui nous met dedans, c'est vraiment pour moi la surperformance du Pays de Galles. C'est ça qui nous met dedans. Parce qu'après, Galtier, c'est 4 défaites. Dans les 4 défaites, il y en a une de 4 points contre l'Écosse, là. Une de 8 points contre l'Écosse l'année dernière. Et après, c'est 2 de 3 points contre l'Angleterre. Il l'a souligné d'ailleurs que quand on lui a demandé ce qu'il retenait de ses derniers matchs, en conférence de presse après l'Écosse, il le dit. Ce qu'il remarque, c'est vraiment que tous les matchs se jouent dans les 5 dernières minutes. Mais t'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. On sent que c'est un truc qui le titille un peu beaucoup et peut-être qu'il va mettre l'accent là-dessus dans le futur. Je pense que quand t'es coach, voir tes joueurs qui perdent un match comme on l'a perdu contre l'Écosse, ça te fout juste la rage. Et je pense que les joueurs, ils ont même pas besoin d'avoir un mec au-dessus qui va leur dire putain vous avez merdé. Je pense que Dulin il se mord les couilles, tu vois, à un moment donné il est dégoûté. C'est le premier mec dégoûté. Donc en vrai moi je fais une petite vanne mais on va pas lui tomber dessus. D'ailleurs il a expliqué la raison de son choix, c'est que en fait il pense que quand le ballon sort du ruck, il pense qu'il y a un avantage pour l'équipe de France parce qu'il pense qu'il y a un en avant. Mais en fait comme il voit pas, il dit après bon j'étais complètement cuit et que je fais un mauvais choix. Mais en tout cas, j'ai un peu compris ce qu'il voulait faire. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais relancer comme un malade mental. Mais en fait, je pensais se dire, ouais, il a peut-être un avantage. Ça explique un peu mieux son geste. On va passer maintenant à une analyse pour savoir si c'est un échec ou non. Est-ce qu'on a progressé dans certains domaines ou non? Et donc, Aymeric, on va voir notamment les chiffres de l'attaque, les chiffres de la défense en comparatif par rapport au dernier tournoi. Est-ce que selon toi, on a progressé dans certains domaines particulièrement? Mais on est meilleur partout en fait. On est meilleur partout. Notre défense est plus efficace et notre attaque est plus efficace. Donc regarde les chiffres. On voit là qu'on plaque un meilleur pourcentage de plaquage. On est plus efficace au plaquage. On fait beaucoup moins de fautes parce que... C'était quand même un vrai problème. Et encore, là il y a 47. Il faut savoir qu'il y a 15 pénalités contre l'Écosse. Exactement. Donc 12 en deuxième mi-temps quoi. Voilà. Donc en gros, il y a une mi-temps catastrophe qui s'allie totalement parce que quand même, il y a un beau gap quand tu as 7-8 de différence de pénalité sur 5 matchs, c'est beaucoup. Donc non, il y a le vrai problème du premier tournoi, c'était trop de fois pénalisé et franchement, on s'est amélioré là-dessus. Attention quand on est trop dans le dur du coup sur un match qui devient fou à être toujours assez focus, mais on plaque mieux, on défend mieux et pourtant on a eu cette impression de plus subir. Mais on défend mieux et on attaque mieux. Ouais, ça, c'est les deux satisfactions. Je sais pas si t'as les stats, mais on prend moins de points aussi. Oui, effectivement, on est en termes de, on est la meilleure défense, une des meilleures défenses de ce tournoi. Non, on est 4e d'ailleurs. Voilà, parce que je pensais qu'on était. Voilà, les meilleures défenses, tu l'as par rapport à l'année dernière. On a pris plus de points pour le coup. Non, regarde, on prend moins de points que l'année dernière. 2020, on prend 117 points. Oui, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Non, on prend moins de points. Après, on prend quand même 100 grains et on fait partie voilà, des
4 moins bonnes, mais enfin, on fait pas en tout cas partie des meilleures défenses. Et Mais on prend un point. tu prends presque 30 points sur tes 2 matchs décisifs que sont le Pays de Galles et l'Écosse, donc 30 et 27, sur des matchs où justement tu dois dire s'il y a bien un match où il faut faire attention, il faut qu'on resserre les rangs, là tu as pris des points, donc C'est vrai. c'est peut-être le petit bémol aussi. Non, mais t'as raison, totalement. Et puis, c'est des matchs qu'on a subis en défense parce qu'on rush moins, parce qu'on a subi les zones d'impact. Et on le sait tous, hein. Au rugby, quand tu recules, t'es soit en faute, soit tu prends des points. Est-ce que tu as d'autres points de satisfaction hormis les Ouais, points, notamment le jeu les offensif. paramètres. On se rappelle du premier tournoi où l'équipe de France défendait quand même plutôt bien. Et je pense que l'une des premières missions du staff de Fabien Galtier, ça a été de mettre en place un rideau défensif très agressif et que tout le monde comprenne les consignes. Et j'ai l'impression que là, alors ça a peut-être déjà commencé à l'automne, mais encore plus là depuis ce tournoi, qu'on a mis l'accent aussi sur la variété du jeu offensif. On a vu beaucoup de lancements en première main qui marchaient. On se souvient évidemment de cet essai face à l'Angleterre qui a été magnifique. Quoi. En fait, chaque joueur connaît son rôle. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire. C'est une partition qui est récitée et on sent qu'il y a beaucoup plus de variété offensive et ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu tactiquement pourquoi cet essai contre l'Angleterre est exceptionnel, je vous invite à aller voir le débrief qu'on a fait de France-Angleterre avec notamment l'analyse tactique d'Emeric qui vous explique pourquoi. C'est vrai, c'était un plaisir de décrypter cet essai-là quand même. C'est hyper intéressant, mais en fait, ça montre juste le niveau exceptionnel de tous ces mecs en fait. Ils sont juste trop forts. Techniquement, tactiquement, c'est tellement du taf. Et en fait, ce qui était hyper intéressant à voir, c'est que tu vois, on en discutait entre nous. Contre l'Écosse, il y a des moments où tu avais cette impression de décalage et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que nos courses n'étaient pas dans le bon tempo. Je me rappelle notamment d'une attaque quasiment similaire que l'essai contre l'Angleterre, où, juste un petit détail, Vakatawa arrive trop vite, ne fixe pas les centres, et donc quand ça part d'eau, les 2 centres n'étant pas fixés, ils glissent et il y a un surnombre défensif. Et donc on se dit merde, attends, mais tu sais, à la télé, tu as l'impression de voir un énorme surnombre, mais il suffit d'un élément qui arrive en retard et ça marche pas. Et l'essai contre l'Angleterre, c'est que des timings parfaits en fait. C'est magnifique. Au contraire, par contre, s'il y a des bons points, il y en a forcément des mauvais quand on termine deuxième et qu'on peut le vivre comme un échec. Dans quel domaine, Thomas, est-ce qu'on a régressé ou alors dans lesquels on doit vraiment s'améliorer si un jour on veut véritablement enfin aller rechercher une victoire dans le Six Nations parce que ça commence à faire un moment. J'en parlais il y a 2 secondes, la gestion des fins de match, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à travailler, à surveiller. On l'a vu contre l'Écosse, on l'a vu contre l'Angleterre aussi, où même si il y a 23-20 à la fin, tu sens que tu souffres quand même énormément. Le Pays de Galles, certes, c'est l'équipe de France qui marque ce dernier essai, mais c'est une belle illustration de ce que tu viens de dire. Le match a été mieux géré. Donc du coup, travailler ça, c'est hyper intéressant parce que au final, sur 3 grosses fins de match, on va dire aussi l'Irlande où il y a quand même une fin de match aussi chaude, j'allais l'ajouter. on est à 50-50 finalement entre fin de match raté, fin de match réussi. Donc moi, je trouve que t'as trop raison là-dessus. Notre gestion de fin de match est primordiale. Et pourtant, les joueurs, en tout cas, j'ai l'impression, en ont conscience. Je me souviens d'une préparation de match avec Charles Olivon qui dit à ses équipiers ça va brûler dans les 20 dernières minutes, les gars. Et ils le savent dès le début. Après, cette séquence m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé, tout le monde disait le discours incroyable de Charles Olivon. Oui, en même temps dire que ça va jouer dans les dernières minutes et qu'il faudra être là dans les dernières minutes, c'est pas non plus le discours du siècle. Ouais, c'est pas comme si t'allais leur mettre 40 points, quoi, tu vois. Non, mais par contre, moi, ce que j'ai souligné, effectivement, je veux pas trouver que c'était un discours incroyable. Mais par contre... T'étais ému quand même, je me rappelle, t'as pleuré un peu. Évidemment. Mais en tout cas, qu'ils aient conscience de ça, que c'est dans ces moments-là, dans le money time, qu'il faut appuyer et être mentalement prêt à se dire que ça va pas se jouer au début, ça va durer 80 minutes en fait. Oui, et puis surtout, ils se rendent bien compte qu'ils sont sur un système offensif et défensif qui est énergivore, qui demande... une dépense de fou à n'importe quel ruck, n'importe quel replacement, et que si tu travailles pas ça, que si tu gardes pas ta lucidité, l'exemple de Brice Dulin, c'est un manque de lucidité aussi. Tu dis il a expliqué qu'il a cru qu'il y avait avantage. Oui, il a cru qu'il y avait avantage. S'il n'y avait pas avantage, c'est aussi que tu n'analyses peut-être pas la situation comme elle devrait l'être sur le terrain. Et du coup, ce qui m'amène à effectivement, tu parles du coup de Dulin qui était cramé. Moi, un des points que véritablement j'aimerais voir s'améliorer dans le 15 de France, c'est le coaching de Galtier qui a été déficient à un certain nombre de reprises, et notamment sur la deuxième partie du Six Nations, suite à la crise du Covid dont on va parler un peu après, de voir que certains joueurs devaient sortir, qu'ils ne le devaient pas. Est-ce que, Thomas, tu as été frustré, toi, de certains coachings ou non ?
Frustré, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ossature française qui est peut-être trop privilégiée, qui était bien dans un premier temps parce que voilà, il faut construire des automatismes et on va pas non plus cracher sur Fabien Galtier qu'il a voulu prendre les mêmes joueurs à chaque fois. Par contre, c'est le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs qui ont beaucoup joué et que sur les fins de match, ils n'étaient pas forcément là. Et alors, une fois, tu fais rentrer des mecs, enfin, tu les fais pas rentrer, et le coup d'après, tu les fais rentrer, et les mecs, est-ce qu'ils se disent pas, pourquoi est-ce que je rentre cette fois-ci ? Ils sont peut-être pas aussi concernés tout au long du match. Donc c'est vraiment le piège aujourd'hui, je trouve, de pas impliquer assez de monde. Et même hors groupe, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont disputé la Coupe d'automne des Nations. Et je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'il y avait un deuxième groupe, un complément du groupe qui avait fait des prestations vraiment intéressantes. Et que ces mecs-là n'aient pas forcément eu la chance de faire une feuille de match ou être impliqués un peu plus, ça peut être problématique à un moment. Franchement, à part Cretin, Gelon et Jalibert, qui a bénéficié de ce bon tournoi d'Autumn Nations Cup. Il n'y en a pas beaucoup en effet, ouais. Mais parce que l'ossature est aussi bien installée. Donc, mais ouais, non, c'est vrai que la variété des joueurs... Moi, le coaching, je trouve que... Par moments, je trouve que, putain, c'est intelligent parce qu'on a des joueurs avec des caractéristiques différentes. Donc, c'est malin de l'utiliser pour tel ou tel match, tu vois. S'adapter, notamment la troisième ligne, notamment pourquoi pas le 9-10, la charnière qui peut aussi s'adapter, même si je comprends que ce soit très compliqué de sortir du pont. Il y a des moments dans les matchs, il faut sortir ton 9, tu vois. Il y a des moments où il faut le sortir, je pense qu'on l'a tous vu, je pense que même lui, il a très bien vu, son début de tournoi était bien meilleur que sa fin de tournoi. Donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils s'en rendent compte, ces mecs-là. Donc moi c'est pareil, Boutier, Dulin il est cramé, bah t'as Boutier sur le banc, mec. Hein, tu vois, genre... en plus, c'est Monsieur Stat. Ils ont des puces dans le dos, ils savent l'intensité, ils savent s'ils courent, s'ils marchent, ils savent tout, c'est incroyable. Ils savent vraiment tout. Ils savent à quelle vitesse ils courent, à quelle vitesse ils marchent. Donc ils connaissent en testant les joueurs à quel moment le gars est dans le rouge. Ouais, toute la data a pris. Donc ils le savent à un moment donné, tu vois, c'est limite, t'as un pop-up qui te dit sors du lin, tu vois. Ouais, justement, à propos de Brice Dulin, qui a été un des acteurs principaux forcément du jeu au pied français, Aymeric, tu nous as fait un petit focus sur un des points notamment à améliorer pour le futur de l'équipe de France, qui est les sorties de camp pour éviter de reprendre la pression, parce que dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, on a vu qu'on avait plus l'occupation et qu'on avait plus la possession. Ouais, donc ça c'est un jeu de dépossession qui est installé par Fabien Galtier, pourquoi pas. Seulement, les grandes équipes, là où elles sont très fortes, c'est quand tu marques des points, tu arrives à très vite retourner chez l'adversaire. Quand tu marques un point, on engage sur toi, tu le sais, donc tu as le ballon dans tes 22, qu'est-ce que t'en fais ? Et moi j'ai étudié tous les engagements, hormis l'Italie, hein. J'ai pas fait l'Italie, mais j'ai fait donc les 4 autres matchs. Savoir qu'est-ce qu'on en faisait une fois qu'on engageait sur nous, que ce soit en début de match, début de mi-temps, etc., ou quand on mettait des points. Et faut savoir que pendant 40% de nos renvois, donc de nos dégagements, on est remis sous pression, soit parce qu'on est contré, soit parce que la ligne ne monte pas assez. Moi j'ai estimé que c'était bon à partir du moment où la zone de contact était sur nos 40 mètres. Tu vois, quand tu arrives à te dégager assez loin, 40 mètres de l'adversaire, 50 mètres, même 50 mètres c'est un peu court, mais 40 mètres de l'adversaire, pas trouver la touche, à la limite ça ne me dérange pas. Mais du coup tu fais monter ta ligne et du coup la zone d'affrontement est aux 40, à la limite tes 40 et 50 mètres. Là il y a une vraie zone de contest. Nous, souvent, on a repris des pressions sur des chandelles offensives instantanément derrière, où on s'est fait manger en l'air, on s'est fait contrer et du coup on n'arrive pas à sortir de notre camp. Et le meilleur match pour illustrer ça, c'est le Pays de Galles. On marque des essais magnifiques, engagement, on n'arrive pas à se dégager, on reprend la pression, 7 points. On engage sur eux, on leur met la pression, 7 points. Ils engagent sur nous, ils nous mettent la pression, 7 points. Merde, il faut qu'on progresse sur les dégagements de camp. Et c'est hyper intéressant parce que, enfin, j'avais pas remarqué ça en live, mais en gros, dans nos 4 premiers matchs, on fait une seule cellule, en gros, un seul point de fixation, c'est-à-dire Olivon souvent qui réceptionne, ou Aldrit qui va en fixation, un bloc, on se dégage. Soit souvent c'est Dupont qui dégage derrière, et un peu vite, je trouve. Enfin, des fois, il se met lui-même dans la sauce. Après, bon, voilà, des fois, il fait des très beaux coups de pied, tout, il n'y a pas de souci. Soit on envoie sur Dulin, et Dulin qui dégage. Mais il n'y a que contre l'Écosse où on a fait un point de fixation en plus. Et il s'avère que contre l'Écosse, on a bien moins de déchets. Donc, est-ce que c'est une solution et tout, j'en sais rien. Mais dans les chiffres, tu as l'impression de dire, OK, tranquille, Ouais. les gars, on va se dégager un peu mieux.
Est-ce que Et- tu as eu cette sensation, toi, Thomas, de subir, et notamment à cause de ce qu'explique Emery? Ouais, non, mais honnêtement, j'ai absolument rien à rajouter à ce qu'a dit Emeric. C'est vraiment hyper bien analysé et ça va être un des axes de progression de cette charnière-là, quoi. Est-ce que disait Brice Dulin, notamment dans l'interview, dans un de ses interviews d'après tournoi, c'est que une des raisons pour lesquelles les Français ont fait ça, c'est parce que les autres équipes avaient lu leur jeu de sortie de camp, c'est-à-dire les zones qu'ils allaient chercher. Et donc avant le tournoi, Fabien Galtier et le staff leur avaient demandé de partir de plus loin pour essayer de surprendre un peu l'adversaire. Donc au final, il y a eu une espèce de tentative tactique qui clairement n'a pas été réussie du côté du 15 de France. Oui, non, mais ça, c'est évident que l'équipe de France est devenue plus lisible. Et j'ai envie de dire que c'est presque aussi la rançon des équipes qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que les autres savent qu'il y a des failles à aller chercher. Elles sont obligées de tout faire pour l'analyser. Je me rappelle notamment l'Angleterre qui est venue à chaque fois chercher la zone 9-10 et notamment à l'épaule intérieure de Mathieu Jalibert jusqu'à qu'il sorte du terrain. Donc oui, les autres équipes ont vachement travaillé le jeu de l'équipe de France et notamment les sorties de camp où là tu peux des fois rendre des ballons bêtement à l'adversaire. Mais c'est vraiment des éléments, les sorties de camp, c'est vraiment des éléments que toutes les équipes travaillent. Parce que c'est des choses qui arrivent à répétition. Au même titre que tu travailles chez lancement, que ce soit la touche, que ce soit la mêlée, c'est des lancements hyper importants. Donc, réception sur engagement, comment tu sors de ton camp, c'est hyper important. Et donc ça, vraiment, j'ai fait un focus dessus. Mais pour moi, l'énorme point noir, et il en fait partie, c'est l'intégralité du jeu au pied et des coups de pied de pression de l'équipe de France et des coups de pied de pression qu'on subit et des coups de pied d'occupation. Je trouve qu'on n'occupe pas assez bien le terrain. Je trouve que sur les coups de pied de pression, on les défend très très mal et on les a tapés très très mal dans ce tournoi. Nos coups de pied de pression, on a très peu récupéré derrière nos chandelles ou derrière nos coups de pied derrière. Très peu. Et ça, c'est des erreurs techniques des joueurs. Alors peut-être, comme tu l'as dit, comme c'est énergivore comme système de jeu, au bout d'un moment, techniquement, c'est là où tu vois le degré qui commence à baisser. Mais en face, ils y arrivent. Donc je pense que c'est du travail et on a un groupe qui est jeune. Donc moi, j'ai bon espoir pour l'avenir, mais c'est clairement un truc à bosser. On va y revenir plus tard, mais notre troisième rideau, nos deux ailiers et notre 15, ils se font arroser tous les matchs, et s'ils ne sont pas protégés, ils chopent pas une gonfle en l'air. Et c'est notamment, c'est tactiquement aussi, j'ai remarqué qu'on ne protège... On avait remarqué sur les derniers bureaux ovales qu'on ne protège pas du tout nos sauteurs à réception, là où les Pourtant, autres... c'est un truc qui avait été un peu... qui avait été très bien fait. Ouais, sur comment les ils appellent ça, les pisteurs, non avec les mecs qui viennent un peu comme ça dans le coup. C'est les troisième lignes, en gros. Qui viennent un peu gênés, mais sans gêner. En fait, ils se replacent discrètement, ils vont vers le ballon, ils sont pas en faute, ils ne changent pas de ligne de course, et ils font l'entonnoir pour faire une bulle de protection autour de la zone de réception du ballon. Les Gallois sont excellents dans ce domaine. Les Gallois sont impeccables là-dessus. Halloween Jones, il est magnifique là-dessus. Halloween Jones, toujours, tu vois, aussi, et puis ils sont après Halloween Jones, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, en vrai. Tipuri, tu l'avais dit. Non, mais en vrai, quand t'as Olivon ou Ray Badge qui se mettent devant toi, c'est la même. Ou Joseph, enfin, bref. Quand tu dois faire le tour, tu dis chérie, je suis à la bourre, excuse-moi, je vais arriver en retard, quoi. Donc, on avance un peu avec quelques chiffres, notamment généraux. Je ne sais pas si vous avez envie de les commenter, notamment sur la conquête. On va voir qu'en mêlée, on a perdu qu'un seul ballon. Chiffre que Ben est allé chercher et qui m'a étonné, parce que c'est vrai que dans le bon sens du terme, un seul ballon perdu en mêlée. On va l'analyser tout à l'heure dans le focus sur les hommes, mais ça vient aussi peut-être d'une première ligne qui est régulière et d'une touche. C'était pas arrivé depuis 15 ans, je crois. Ouais. C'est d'avoir la même première ligne qui débute tous les matchs du tournoi. C'est la raison pour laquelle, selon toi, il y a une seule mêlée perdue, ou alors globalement tu vois une... Je pense que la stabilité de la première ligne est primordiale, et oui, je pense que c'est une des raisons. Aussi le fait qu'il soit moins pénalisé. Awa c'était beaucoup pénalisé, il a été moins pénalisé, et on voit que je pense qu'on a pris plus de pénalités quand la première ligne a été remplacée en mêlée. Mais c'est aussi, voilà, à force de jouer avec ces mecs-là, au bout d'un moment, les automatismes. Puis bon, après, un petit coach de la mêlée qui s'y connaît un peu quand même. Ouais, voilà, c'est ça que... Exactement. Alors, on termine ce débat-là. Et les touches meilleur lancement du 15 de France. Les plus gros déséquilibres ont été créés par des touches, par des combinaisons en touches. Et c'est magnifique. Moi, je trouve nos touches magnifiques, tu vois. Je trouve hyper intéressantes, hyper intelligentes. C'est pas que premier sauteur, deuxième sauteur, troisième sauteur. Oui, voilà, tu vois. c'est ça. Il y a vraiment C'est clairement du leurre,
du jeu tactique avec l'adversaire. C'est ultra compliqué. Moi, je suis impressionné parce que C'est les plus belles, quand c'est tu les joues au plus beaux rugby, lancements de jeu, je trouve, moi. mais voilà, tu Ouais, t'es à un ça moment donné, déchire. t'es juste fatigué, t'arrives à une touche, t'es crevé. Les mecs, ils sont en mode, ok, toi, tu vas faire ça. Lui, il bouge comme ça. Lui, il est en train de tenir le short. Mais en fait, c'est un leurre. On sait très bien qu'il tient pas le short. Il va se retourner. Ouais. Enfin, il y a que des trucs comme ça. Et c'est de l'analyse et de l'adaptation aussi. On avait vu les Français s'adapter contre l'Irlande aussi, notamment. Ils faisaient que de sauter droit. Ils se faisaient contrer par les Irlandais. Ils ont décidé de sauter en avançant, sauter en reculant, de varier un petit peu. La vraie intelligence et l'adaptation aussi de cette touche. Ah, c'est du vrai QI sportif que tu vois dans finalement très peu de sports. Tu vois ça dans le rugby, dans le basket encore plus. C'est encore plus évocateur. De bloc, Et un peu dans le handball, mais c'est vrai que ces sports collectifs où tu vois les mecs, où tu as l'impression que c'est hyper brouillon, mais en fait ils savent aller à droite, ils à savent ce gauche, qu'ils font, sur le côté et clairement, tout, c'est assez exceptionnel. Un peu la meilleure image, c'est le foutu S. Tu vois. Ouais. Je regarde pas assez pour. Non, pour mais le dire, mais t'as déjà joué à Madden ou quoi, tu vois, genre telle Non. course, tel truc, tel machin. Bon, bah en gros, les mecs au rugby, c'est quasiment ça. C'est quasiment ça. Ouais, c'est assez, c'est magnifique à voir. Seule comparaison que je ferai avec le foot US. De quoi? C'est la seule comparaison que je ferai avec le foot US. Le reste n'a rien à voir. Mettre des coups de casque. On ne peut pas faire un débat 15 de France sans forcément évoquer cette crise du Covid. Quel impact ça a eu sur notre tournoi? Déjà, est-ce que vous, Aymeric, est-ce que tu as trouvé l'image du 15 de France ternie? Est-ce que ce tournoi peut être un échec à cause de cette crise du Covid? Bah, j'ai l'impression qu'en vrai, on l'a un peu oublié. Enfin, on n'a pas oublié le Covid, on est en plein dedans, c'est bon, on est au courant ça. Mais non, mais on a un peu. Je sais pas, moi je pense que c'était pendant une période de trou, on avait que ça à dire. Moi de mon point de vue d'aficionados, on va dire, ça m'a un peu saoulé. J'ai l'impression que ça concernait quasiment pas les joueurs. Ça concernait un peu l'administratif. Alors certes, oui, c'était pas beau, c'était de la merde. Les sorties de la porte étaient plus que mauvaises. On a été un peu ridicule, mais j'ai l'impression que ça. Moi, en tout cas, dans tout ce qui concerne le rugby, bah ça m'a embêté juste de les mettre au repos pendant un mois parce qu'on a vu qu'ils ont eu un peu plus de mal derrière. Mais est-ce qu'ils ont eu un peu plus de mal à cause de cette pause d'un mois ou parce que les matchs qui ont suivi étaient d'une autre intensité? Ouais. Parce que le niveau du tournoi a monté. Entre les 2 premiers matchs et les 3 derniers, ça a été un autre tournoi. Avec 5 minutes, voire quasiment 5 minutes de temps de jeu effectif en plus. Il faut les faire. Après, certains préparateurs physiques du 15 de France n'ont pas hésité à le dire dans certaines interviews que cette crise du Covid avait fait très mal au 15 de France, et notamment sur le match de reprise. Ah bah non, mais c'est une évidence déjà. On reprend contre l'Angleterre. C'est ça? Oui. On reprend contre l'Angleterre. Normalement, en fait, il y avait donc les 2 premiers matchs, victoire contre l'Italie, victoire contre l'Irlande. Une semaine de repos, tu jouais l'Écosse, donc ouais. avec une semaine de repos. Une semaine de repos et tu jouais l'Angleterre. Donc déjà, ces 2 matchs-là, tu les abordes pas du tout de la même manière. Tu abordes l'Écosse en ayant gagné 2 fois, à domicile, dans un climat, tout est beau, tout est rose. Premier match à domicile en plus. Premier match à domicile. Sauf que tu te retrouves à enchaîner 3 matchs, donc l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse, en ayant eu des mecs à l'arrêt pendant pratiquement 10 jours ou un peu plus. Donc c'est évident que ça a eu un impact sur la qualité des matchs. Et après, si on pousse plus loin, même sur l'image du 15 de France. Et quand je dis l'image du 15 de France, c'est pas uniquement le sélectionneur ou le président ou les joueurs, mais il faut les englober dans le même truc. C'est juste que, en fait, tu débutes un tournoi où tu as une équipe, une fédération qui te vend un devoir d'exemplarité, que voilà, notre bulle, elle est comme ci, elle est comme ça, il n'y a pas de souci. En fait, tu t'aperçois qu'il y a des trous dans la bulle, que certains ont pu en sortir, que ça a eu du coup... en fait, tout ce qui arrive derrière... T'aimes pas les gaufres? C'est ça que t'es en train de dire? T'aimes pas les gaufres? J'adore les gaufres, bah voilà. Surtout avec du Nutella, mais si on me dit de pas en manger parce que j'ai un match la semaine prochaine, bah, peut-être que j'en mangerai pas. Peut-être. Peut-être. Non, mais bien sûr, honnêtement, c'est l'autre caillou dans la chaussure. Tout à l'heure, on a parlé que de rugby. Ça, c'est presque plus dommageable que le côté purement rugbystique où tu finis 2e, c'est pas si mal. Faut voir aussi quelles conséquences ça a, je dirais, entre les joueurs et le staff. Et Fabien Galtier particulièrement. Où on a tous en tête l'image de Fabien Galtier qui fait passer le grand oral à Wayne Laurette et qui demande un cadre et tout et qui comprend pas trop. Et en gros, Fabien Galtier dit écoute, il y a un cadre. Si vous voulez pas être dans le cadre, a priori, le cadre, il n'est pas forcément respecté par tout le monde et a priori par le principal concerné. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et ça, c'est un peu... Alors, quand ça gagne derrière, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis.
tu perds en Angleterre, ça se passe pas si mal, tu gagnes contre le Pays de Galles. Par contre, imagine, tu prends une branlée en Angleterre. Derrière, c'est compliqué contre le Pays de Galles. Je peux dire que la fracture, elle est immédiate. Par contre, après, ça a amené une solidarité décuplée au sein même des joueurs. On peut le dire que quand tu traverses ce genre de crise, tu ne peux en ressortir que plus fort en termes de groupe, en tout cas. Bah, je pense, en tout cas, c'est ce qui semble dire les joueurs, c'est que le groupe est solide, quoi. Le groupe est solide, le groupe vit bien, voilà, cette fameuse phrase. Mais apparemment, c'est le cas, tu vois. Dans les épreuves, tu te resserres, et encore plus dans cette période où t'es pas resserré, c'est juste t'es isolé. Donc voilà, Pas tout à fait non forcément. plus. Hein ? Pas tout à fait non plus. Oui, bah du coup pas tout à fait. Mais concrètement, tu vis avec les gars. Bien sûr. Tu vis avec les gars tout le temps et tu vois pas d'autres gars que eux, tu vois. Mhm. Donc forcément, en plus le rugby c'est festif et c'est bonne ambiance. Donc tu t'amuses, tu rigoles et tu crées des liens. Et sur un terrain de rugby, c'est primordial de créer des liens. Parce que ça se voit sur un terrain, si t'as plus envie de te bouger pour un tel ou un tel, Pour un pote. tu vois. Alors que si t'as clairement. envie de te bouger pour tout le monde, tu le sens tout de suite, quoi. Ouais, effectivement. Voilà, on en a terminé avec ce débat. Dites-nous dans les commentaires si pour vous cette deuxième place est un échec ou non et quel impact a pu avoir, selon vous, dans quel domaine, la crise du Covid. Et on passe tout de suite au focus. C'est parti. Oui, qu'on parle de moi, du tout, je l'ai mêlé, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui? Après avoir parlé généralement du 15 de France, on va s'intéresser aux personnalités et aux joueurs qui a gagné des points, qui a marqué des points, qui en a perdu pour l'avenir. Il s'est passé énormément il y a eu énormément d'événements, de forfaits, de blessures, de retours dans le groupe, de surprises. Donc on va évoquer tout ça en commençant par les bons points, on va dire. On a sélectionné, j'ai demandé à Thomas et à Aymeric quel était leur grand gagnant de cette édition-là sur le plan du 15 de France. Donc Aymeric, à toi la main, qui est ton grand gagnant ? Moi j'ai dit Gaël Fickou. Je pense qu'il a été... c'est un patron en fait. C'est clairement, il a été impeccable. Même quand on allait mal, lui il a jamais fait de mauvais matchs. Je trouve qu'il a jamais été en dessous de ses performances. Ouais, t'as fait les stats. Ah oui, alors un seul essai, il est pas, c'est pas nécessairement un marqueur, mais c'est pas ce qu'on lui demande trop sur le terrain. C'est le chef de la défense. Il y a deux chiffres qui me choquent presque 51 par plaquages, c'est pas admiration. mal. C'est deux plaquages manqués seulement sur l'ensemble du tournoi et une seule pénalité consolidée quand on sait à quel point il défend. Ouais, alors moi, ce qui me choque, c'est vraiment 51 plaquages en 5 matchs. Rapidement, ça fait 10 par match. C'est déjà pas mal quand tu es au centre, surtout quand tu joues à l'aile un match. En plus, très impliqué quoi, défensivement parlant. Non, mais extrêmement il fait très impliqué, peu de fautes. extrêmement solide en défense et balle en main, extrêmement précis, extrêmement tactique. L'essai on en a parlé, tu vois, mais l'essai de la victoire de Dulin contre le Pays de Galles, et il fait un travail magnifique. Et s'il fait pas ce travail-là, s'il a pas cette qualité-là, il y a sans doute pas essai au bout. Donc non, je trouve que pour moi, Gaël Fickou, il y a plein de bons joueurs dans cette équipe de France, mais tu vois, on s'est eu au téléphone et je me suis dit, mais en fait, c'est une évidence pour moi, celui qui sort le plus haut de ce tournoi, avec un niveau de jeu régulier, c'est Gaël Fickou. Et c'est fou en plus parce qu'avec le passif qu'il a difficile avec le 15 de France, quand il a été vu comme un espoir, il finit par être très fort sur un tournoi difficile à jouer dans lequel il traverse. Il y a eu une crise du Covid et en plus, Thomas, pendant laquelle il a été obligé de chercher un nouveau club parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi, le Stade français lui a demandé de quitter le club pour alléger la masse salariale et lui a dû trouver un club, il a dû gérer ça et ça. C'est fou qu'il fasse un si bon tournoi malgré ça. Après, je pense là où la clé de la réussite chez Gaël Fickou, c'est dès le début du mandat de Galtier où Sean Edwards en fait, vient le voir et lui dire tu seras mon patron de la défense et à partir de là, tu es tellement impliqué. Je pense que ça a dû lui donner une vraie confiance, une vraie assurance. Il savait qu'il avait un rôle important à jouer dans cette équipe-là. Et c'est ce qui lui a fait beaucoup de bien. Tu disais que ses débuts en bleu, ça avait été un petit peu en dents de scie. Là, à partir du moment où on lui dit on compte sur toi et tu ne bougeras pas, il peut s'exprimer. On sait les qualités de Gaël Fickou, quoi. Donc il n'y avait pas de souci derrière pour que ça roule. Mais tu vois, ces joueurs un peu papa, je trouve ça tellement, tellement bien, tellement rassurant. Ces mecs-là qui font pas d'erreur, en fait. C'est cool. Mais il en faut dans beaucoup de lignes. Et c'est trop bien d'avoir ce genre de joueur. Et lui, vraiment, clairement, il a pris la stature pour moi. Quel est le grand gagnant de Thomas ? On a une déclat de Bernard Laporte qui illustre qui est ton grand gagnant. D'ailleurs, tu vas la découvrir, mais tu peux nous dire, on l'a préparé, t'inquiète, mais tu peux nous dire quel est ton grand gagnant. J'avais choisi Mathieu Jalibert pour son... Voilà, Mathieu Jalibert et donc Bernard Laporte qui est d'accord avec toi, figure-toi.
qui dit voilà, c'est la grande Chance. satisfaction de ce tournoi. Tu as des points communs avec Bernard Laporte. Il a montré qu'il était très compétitif à ce niveau. Il est monté d'un cran. Il faudra compter sur lui. Non, mais clairement, après, il faut aussi juste rappeler un tout petit peu le contexte où ces derniers mois, enfin en tout cas depuis le tournoi dernier, où c'était Romain Ntamak, le numéro 1 de l'équipe de France. Malheureusement, Romain Ntamak s'est blessé avec son club. Donc Mathieu Jalibert se retrouve propulsé un petit peu là, et il y avait des commentaires là. C'est le remplaçant, est-ce qu'il va avoir les épaules assez solides? Derrière, alors, les 2 premiers matchs, Romain Ntamak n'était pas là. Mathieu Jalibert fait un très bon match contre l'Italie, un très bon match contre l'Irlande. Et surtout, en fait, au moment où Romain Ntamak revient, le staff de l'équipe de France maintient sa confiance en Jalibert. Et ça, je trouve que ça veut dire quelque chose. Ok, Romain Ntamak avait joué seulement un demi-match ou un 3/4 de match avec Toulouse face à Brive, mais il décide de faire confiance à Mathieu Jalibert pour ses performances. Et pour le Pays de Galles aussi derrière. 4 matchs de suite titularisés, il a été très fiable au pied. On avait des doutes aussi sur sa capacité à assimiler vraiment le jeu de dépossession de l'équipe de France. Or, il l'a fait très bien. Il arrive à garder ces petites gourmandises de tout d'un coup créer quelque chose, relancer le bon ballon et ne plus en relancer trop comme ça avait pu être le cas à certains matchs. Donc non, clairement, je trouve que Mathieu Jalibert a aujourd'hui pris une dimension bien plus importante qu'il ne l'avait jusque-là. Je ne sais pas si tu vas me poser la question, mais est-ce qu'il est de nature à concurrencer Romain Ntamak? Honnêtement, j'en ai Exactement aucune. la question que j'avais posée. En tout cas, est-ce qu'il a relancé le débat ou pas du tout? Relancé, j'espère qu'il l'a relancé. Quand on voit son tournoi, tu fais 4 titularisations sur 4, parce qu'après il était commotionné, donc il n'a pas pu jouer. Donc ça veut dire que dans l'esprit du staff de l'équipe de France, Mathieu Jalibert, Ouais, mais c'est Et ça. peut-être qu'on devrait le faire C'est ça, jouer ouais. lui, en fait. Romain pour une Jalibert et fusion, Mathieu quoi. Ntamak, quoi. C'est Non, mais là, il y a 2 10 de très très haut niveau, et ça déjà c'est une chance, quoi. totalement d'accord avec le fait de sortir Jalibert de ce tournoi. Moi, je me rappelle du match contre l'Angleterre, qui pour moi, c'est une référence. C'est une masterclass, ce match de l'Angleterre, de Jalibert. Il est exceptionnel, du début à la fin. Il est très bon. Non, moi, je suis hyper content. Pour moi, c'était clairement le numéro 2. Et il a mis le doute dans la tête de tout le monde. Donc, c'est ce qu'un numéro 2 doit faire. Aujourd'hui, tu as 2 numéros 1. Et aujourd'hui, tu as 2 numéros 1. Et en fait, ce que je trouve trop bien, c'est que tu as 2 numéros 1 avec des profils légèrement différents. Et donc, tactiquement, c'est intéressant. Quand je te disais que, quand on parlait des remplaçants, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le profil des joueurs et de se dire, je vais utiliser tel joueur contre telle autre équipe. Et ça, je pense qu'avoir des joueurs de ce profil-là, on peut alterner entre ces 2 gars-là sans aucun souci, en fonction des matchs qu'on va jouer, en fonction des périodes de match, tu vois. Et je pense vraiment qu'on a une énorme chance. Maintenant, on a trop souvent brûlé les ailes des 10 en France, mais là, j'ai l'impression que c'est bien encadré, c'est propre. Ils ont les ailes solides quand même, les deux là. Hein. Puis les gars, ils ont 21 balais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt C'est, jeune. Je voulais aussi évoquer les performances du capitaine. Bernard Laporte en a parlé parce que pour lui, Olivon a pris le costume de capitaine pleinement. Tu sens qu'il inspire le respect de ses équipiers, a-t-il dit. Il démontre surtout que c'est l'un des meilleurs. Il s'appuie sur Ficou, qui est une autre grande satisfaction. C'est vrai qu'on a senti Charles Olivon prendre de l'ampleur, lentement mais sûrement, mais même pendant le tournoi, par rapport à sa relation avec les arbitres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là où avant, il n'osait pas vraiment. Et en fait, lentement mais sûrement, j'ai eu l'impression qu'il mettait une pression, mais qui était tout à fait, Légitime, respectueuse. Ouais. Est-ce que vous avez eu cette sensation ou non? Pour moi, il l'a toujours fait. Je le trouvais un peu plus timide avant. Ok, mais peut-être. Moi, j'ai pas eu cette sensation-là. J'avais l'impression qu'il y allait souvent. Je me rappelle d'autres matchs du dernier tournoi contre l'Irlande où il demande justement la vidéo, il y va. Mais peut-être que là, sur ce tournoi, c'est vrai qu'il y a eu tellement de délire avec peut-être ça aussi, ouais, t'as raison. que ça se voyait carrément plus. Non, mais t'as peut-être raison. Peut-être qu'il a pris. Moi, j'ai l'impression que le costume lui allait déjà très bien au premier tournoi. Le costume lui va toujours bien. Et en effet, il s'affirme. Moi, le seul petit bémol, c'est que s'il est moins bien, qu'on soit en capacité de le sortir, parce que c'est pas grave en fait. Il joue 5 fois 80 minutes là, ouais. Bah ouais. Ça, hein. Il a joué avec Dulin, c'est les deux qui ont fait l'intégralité, les deux seuls ouais. qui ont joué tous les matchs Ouais. en intégralité. 400 minutes. Aldrit, il a tout joué? Aldrit, non, il est sorti une fois. Il est sorti quand on L'Angleterre. prend un jaune et qu'il y a une adaptation obligatoire. Ah oui, ok. Parce que Ficou va dans. Et Ficou, il passe dans la mêlée? 3e Ouais, ligne. voilà. Ah oui, ok. Parce que sinon, pour moi, c'est les 3 joueurs qui sortent jamais. Ouais, clairement, bah, Aldrit, Olivon, et puis là, Dulin pour le coup. Mais en vrai, Aldrit, Olivon, je pensais plus même Dulin, tu sais, en vrai. clairement. Passons désormais aux mauvaises performances des joueurs.
Emric, notamment, tu as choisi dans les perdants, va-t-on dire, ceux qui sont un peu moins titulaires, indiscutables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant le tournoi. Disons qu'ils n'ont pas gagné de points sur ce tournoi. Moi, je mets les deux ailiers titulaires, Teddy Thomas et Damien Penaud, qui pour moi n'ont pas brillé dans ce tournoi, qui pour moi n'ont pas été des X-facteurs au moment où l'équipe de France en avait peut-être plus besoin, et qui aussi attrape pas une gonfle en l'air. Et moi, je suis désolé, ça me rend ouf en fait. Parce que quand en face de toi, tu as Liam Williams qui vient de voler 14 ballons au-dessus de la tête, bah, à un moment donné, ça doit t'énerver, tu vois. Et je pense que c'est un vrai truc à progresser. Et ces deux ailiers-là nous apportent aucune possibilité de dégagement au pied également. Et quand tu es dans le troisième rideau, que tu as Dulin qui doit tout faire, et bah, c'est pas normal. Et donc pour moi, certes, ça reste deux joueurs exceptionnels. Je trouve Penaud, il n'a pas retrouvé son niveau depuis sa blessure. Enfin, à Clermont, je l'avais trouvé assez fort, mais là, en tout cas, en équipe de France, je ne l'ai pas retrouvé le Penaud, tu vois, où il y a de ça un an, on disait bah, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, en fait. Et bah, on n'a pas encore retrouvé ça. Teddy Thomas, bon, vous connaissez mon amour pour ce joueur, c'est un joueur fantasque, etc. En fait, mon amour pour ce joueur, c'est juste que j'en ai marre qu'on lui chie dessus, alors que quand tu vois les stats, 14 plaquages tous les deux, il y en a juste un qui a été titulaire plus souvent, 8 plaquages manqués à 6, donc à un moment donné, regardez un petit peu les deux ailes et arrêtez de fixer, voilà, tu vois, genre c'est juste ça, moi qui m'énerve sur Teddy Thomas, c'est qu'on fixe sur lui. Certes, c'est pas le plus gros des défenseurs, seulement contre le Pays de Galles, c'est le seul de l'équipe de France à faire 2 plaquages offensifs. Voilà, donc si vraiment on veut regarder les stats, si on veut vraiment regarder les joueurs, et dont un plaquage sur Tipuric, voilà, donc pas que sur ma mère et ma sœur. Elle a vu que ça faisait mal. Mais après, il est sorti. Non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que arrêtons d'être trop focus sur il est en dilettante et tout, alors qu'en face, tout ça parce que genre il est plus costaud. Penaud, il fait une dinguerie sur l'essai d'Adams. Essai, pas essai, on s'en fout, mais il fait une dinguerie dessus et on lui dit rien. Je pense que Teddy Thomas, il fait la même dinguerie, on lui tombe dessus. Donc voilà, parenthèse fermée. Et ce qui est sûr, c'est que là où avant Gabin Villiers était un choix en tant que numéro 3, Thomas, aujourd'hui, peut-être qu'il est. Son absence, ça a été les absents, très en fait. Les absents ont eu raison. Je pense qu'il est passé presque numéro 1 dans la hiérarchie des ailiers, quoi. Moi, je suis Parce d'accord. qu'il joue les 2 premiers matchs, après il s'est fait mal donc au pouce contre le Racing, et depuis il a plus il devait joué. rejouer ce soir. Il devait rejouer ce soir. On rappelle qu'on enregistre cette émission juste avant ce qui aurait dû être Leinster-Toulon en Europe, alors qu'on a François Cros derrière nous qui vient nous faire un coucou. Voilà. Non, mais après on est aussi sévère avec Teddy Thomas et Damien Penaud parce que ce sont des joueurs extraordinaires, on sait qu'ils sont capables de faire des choses dingues, sauf qu'ils le font pas à chaque match, donc forcément ça pose la question de leur titularisation permanente en équipe de France. Et aujourd'hui, Gabin Villiers, il y avait une brèche et puis il l'a prise et on reverra Gabin Villiers titulaire à l'aile, c'est sûr. Ce qui est fortement et peut-être même qu'on verra Ratez, et peut-être même, tu vois, Ratez sur le dernier tournoi, c'est un ailier qui est un peu dans le même profil un peu de Gabin, un ailier gratteur, un ailier agressif, un ailier qui croque les joueurs et le ballon, et moins un X-factor, moins un gars qui va te mettre une fulgurance, mais un gars qui est dans le combat. Et Gaël Fickou, je sais pas si on a le temps d'ouvrir 2 secondes ce débat, mais il est excellent au centre, sauf qu'il est aussi excellent à l'aile. Ouais. Est-ce que l'équipe de France ne perdrait pas moins à mettre un autre centre à la place de Fickou et mettre Fickou à l'aile que de laisser Fickou au centre Arthur et Vincent avoir fait un bon tournoi. Hein. Ouais. Arthur Vincent, dès qu'on fait appel à lui, c'est cadeau. Hein. Ouais, c'est Arthur Vincent, Yoram Moefana et Pierre-Louis Barassi sont des centres qui ont largement les épaules pour... que Yoram Moefana... Ça peut être sympa. Voilà. Après, est-ce que tu peux associer Moefana, Vakatawa? Ça peut être bon. En tout cas, il y a du talent. Et si par hasard, sur les ailes, il y a absence de titulaire indiscutable, il y aura des centres qui seront capables de prendre la place de Fickou pour que Fickou soit décalé. Un autre homme que Gabin Villiers s'est fait remarquer par son absence, lui, n'a pas été titulaire du tout du tournoi parce qu'il était blessé au pied, c'est François Cros. Et la question a été pendant tout le tournoi de se demander qui pour le remplacer. Anthony Gelonche a joué 180 minutes, Cameron Woki a joué 8 minutes et Dylan Cretin a joué 288 minutes. Donc la question que je vous pose, les gars, c'est François Cros a-t-il perdu sa place, Thomas? J'ai envie de te répondre oui. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur l'adaptation à l'adversaire.
C'est ce qui s'est passé lors des 3 premiers matchs où Dylan Cretin avait démarré le premier match. Après, il y avait le match en Irlande et le staff s'est dit on a besoin de densité, on a besoin d'un mec qui va aller mettre la tête partout. Donc Anthony Jelonch a été titularisé, Dylan Cretin a rejoué derrière. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on va plus se diriger sur un duel Dylan Cretin-François Cros. Cros a cet avantage en fait d'être peut-être beaucoup plus présent dans le combat. Mais Dylan Cretin, en même temps, hyper important dans le secteur de la touche. Tout à l'heure, on avait la stat sur les 8 ballons perdus. Je crois que d'ailleurs, il y en a 4 contre l'Irlande. Et c'est le match qui ne débute pas alors qu'il est censé être capitaine de touche. Et on sait que c'est l'une de ses grosses qualités. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux te passer d'un Dylan Cretin qui a l'air d'avoir répondu aux exigences du niveau international? Je sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, il a complètement confirmé que c'était le titulaire en puissance, François Cros. Parce qu'il nous a manqué. Parce qu'on a vu que sur cette aile-là de la mêlée, on n'arrivait pas à trouver le bon élément indiscutable, entre guillemets, tu vois. Et je suis d'accord avec toi avec l'adaptation, je trouve ça hyper intéressant. Même, tu vois, il n'y a pas grand-chose à dire à Anthony Jelonch. Le dernier match, je crois qu'il est meilleur plaqueur, 18 plaquages contre l'Écosse. Il a un taf monumental, il n'en rate pas un. Il est complètement gaillard. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Mais je pense que François Cros, Aldrit et Olivon, on va les revoir et vite en fait. Faut qu'on les revoie parce que c'était plus complémentaire. Maintenant, je trouve ça trop bien d'avoir ce choix du roi, tu vois, entre Woki, Cretin et Jelonch. Le seul problème, c'est que si ces mecs-là se battent que sur une seule place, que c'est Cros, bah c'est relou. Ils doivent se battre tous pour toute la ligne toute la troisième ligne en fait. Donc, faut être capable de sortir Aldrit et faut être capable de sortir Olivon, tu vois, dans un match. Ouais, sur une fin de match, oui. Bah, franchement, honnêtement, hein, Jelonch, il peut jouer 8. Hein. Tu te mets et même Rebadge, il peut jouer, il peut jouer flanqueur. Mais en vrai, t'as Olivon, Aldrit, Cros, et après tu mets Cretin, Woki, Jelonch. Tu rigoles pas non plus, hein, tu vois, l'entraînement, j'aimerais bien le voir, hein, tu vois. Au-delà du problème, pas du problème, mais au-delà de François Cros, je pense que ce qui va faire mal, c'est l'émergence de Swan Rebadge, qui va priver sur le trio qu'on avait à l'écran tout à l'heure, Cretin, Jelonch, Woki, il y avait au moins 2 joueurs, je suis pas sûr qu'on les revoit beaucoup sur des feuilles de match, puisque en fait, tu auras Swan Rebadge qui va te couvrir ta deuxième ligne et troisième ligne, on a vu qu'il était excellent là-dessus, quoi. C'est le profil de Cameron Woki, clairement, qui blessé n'a pas pu défendre sa place, et qui même quand il était disponible n'a pas été utilisé, et qui sort et François Cros qui est un peu l'alliage entre Jelonch et Cretin, qui a les qualités de tout le monde en fait. En fait, c'est ça, François Cros, là où il peut ne pas avoir perdu sa place, c'est parce qu'il regroupe tout ça et que personne n'a crevé l'écran, personne n'a mis le doute comme Jalibert a mis le doute, comme ce qu'on disait avant, tu vois. C'est vrai. C'est ça le truc. En tout cas, on n'a pas les réponses. Mais on attendra de voir quels seront les choix de Woki, c'est un joueur qu'on aime bien et on est un peu déçu. Il a fait une rentrée dégueu contre l'Angleterre. Mais on est un peu déçu qu'il n'ait pas sa chance. Comme tout le banc, en fait, on a senti que l'équipe n'avançait plus. Contre l'Angleterre, c'était compliqué. Et Woki a fait partie de ce match-là, mais on a envie de le voir. C'est un monstre de joueur. Il est trop fort. Et on termine ce focus avec, forcément, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est la première ligne, les gars. Cette première ligne qui a été donc hyper régulière. Les 3, Cyril Baille, Julien Marchand et Momo Aouas, ont fait les 5 matchs. 5 titularisations, on voit leurs minutes ils sont aussi sortis très très tard dans les matchs, sachant qu'au maximum, par exemple, les joueurs qui ne sont pas du tout sortis ont joué 400 minutes. Donc vous voyez qu'ils sont quand même très peu sortis. Et je voulais quand même mettre l'accent, les gars, vu qu'on a parlé tout à l'heure déjà de cette première ligne qui ne sort pas du tout, mais sur Julien Marchand, Aymeric, parce que c'est peut-être la grande révélation. Il a passé un cap. Il a passé un cap sur ce tournoi. Il a été, je me rappelle allez, on va de toute façon, l'Air Galtier, premier tournoi, qui est titu? Qui doit être titu? Kamicha ou Marchand? Là, il a répondu. Hein. Là, c'est fini. Là, je pense que Kamicha, malheureusement, il est loin derrière. Et il a répondu, mais dans le jeu, il a répondu dans le combat, il a répondu dans ses lancers en touche, il a répondu partout. Dans ses tenues de mêlée, il a pris vraiment une ampleur. On va attendre un peu, tu vois, mais il peut devenir aussi iconique qu'un Ibanez ou qu'un Servat, tu vois. Pour moi, il peut, attention, on va attendre.
On va attendre. Honnêtement, on en parlera dans 4 ans, tu vois. Ouais. On est toujours là, bien sûr. Après, on va nous dire, vous vous enflammez, vous êtes pro-toulousain. Ah ouais, alors que moi, tellement, enfin, je m'en fous en fait. Je m'en fous. On a parlé de Jolon avant. Ah merde, il va signer à Toulouse. Ah, ok, merde. On va pas te dire que t'es pro-castré, ça n'existe pas ça. De quoi? On va pas te dire que t'es pro-castré, ça n'existe pas, t'inquiète. Oh, on en a un en chef d'aide. Hein. On accepte tout le monde ici. On accepte tout le monde. Non, mais en vrai, Marchand, exceptionnel. Et clairement, il a passé un cap sur ce tournoi et il peut devenir un patron aussi devant. Thomas, Pas grand chose à ajouter pas là-dessus. grand-chose à ajouter. T'es quoi, capitaine du Stade Toulousain à 22 ans, non? La première fois où il enchaîne un petit peu, ça vous classe quand même un peu le personnage, quoi. Et Baye qui fait quand même un bon tournoi aussi. Hein. Ah oui. Baye qui fait un très bon tournoi. C'est vrai que, Plus que bon tournoi, quand même. Sur la Ouais. preview du tournoi, pour être tout à fait honnête et à assumer nos propos, on avait clairement dit que les piliers étaient des hommes à suivre, que ce soit Bail ou Awas, parce qu'ils concédaient beaucoup de pénalités fautes, dans le ouais. jeu, qu'ils reculaient un peu en mêlée et que c'était des hommes à suivre. Bah, ils ont répondu présent. Ouais, moi je suis toujours sceptique sur Awas. J'aimerais vraiment que Bamba un jour arrête d'être blessé. Voilà. Mais bon, Ça fait partie d'un joueur. ça fait partie d'une carrière. Après, Awas, il a la caisse. Y a pas, je sais qu'il fait partie des petits chouchous, des petits protégés de Galtier. Donc il répond présent. Il fait d'ailleurs un très bon match contre l'Écosse. Donc c'est cool, hein, c'est cool. Et alors, il y a le dernier cas, celui d'Antoine Dupont. Parce que quand on cherchait un grand perdant, etc., et on s'est dit non, quand même, on peut pas mettre Antoine Dupont grand perdant, ça rime à rien, surtout qu'avant ce tournoi, on s'était demandé si c'était pas le meilleur joueur du monde. Donc pour être cohérent dans nos propos, Évidemment. quel tournoi a fait Antoine Dupont, Thomas, selon toi? Est-ce que c'est un bon, un mauvais tournoi? Qu'est-ce qu'on peut en retirer en fait? Il fait un bon tournoi parce que les premiers matchs, on voit qu'il est tout le temps là, il marque des essais, même. Sauf que les 2 derniers matchs, en fait, on sent qu'il est sur la pente descendante, quoi. Il donne pas face au Pays de Galles et face à l'Écosse la pleine mesure de son talent, mais ça s'explique aussi assez facilement. Il joue tout le temps, donc forcément tu perds de l'énergie, tu perds de la lucidité et tu peux pas être bon non plus 5 matchs sur 5. Est-ce qu'il a pas payé là justement le fait d'avoir fait très clairement d'avoir pris trop d'avance en fait sur un Baptiste Serin d'ailleurs, qui a dit voilà, moi je suis frustré de ne pas avoir pu jouer, mais Dupont lui aussi peut-être aurait aimé sortir, sauf qu'il a relégué ses adversaires trop loin. Et c'est le piège aujourd'hui de cette équipe de France, c'est que attention à ne pas créer une trop grande Dupont dépendance. Et quand je dis qu'il a été moins bon contre l'Écosse et le Pays de Galles, attention, il n'a juste pas été excellent comme il a pu l'être avant. Évidemment qu'il fait encore des performances largement au niveau. Mais ouais, c'est dommage de ne pas utiliser beaucoup plus Baptiste Serin ou même Baptiste Couillou, qui sont 2 neufs, qui sont honnêtement de très bon niveau. Et Antoine Dupont demain se blesse ou se blesse à la 30e d'un match, il faut que tu fasses rentrer un mec que tu n'as peut-être pas fait jouer depuis 2 ou 3 rencontres. Attention aussi dans ce management des hommes, quoi. Je trouve que enfin tu vois, genre Serin, il nous apporte quand même beaucoup de. Je vais pas faire de vanne, mais il nous apporte voilà, beaucoup de satisfaction derrière. Je pense qu'il est en capacité de rentrer. On voit son début de saison, Serin, vraiment, il est très très fort, donc il n'y a pas de problème. Et puis quand il a dû gérer le match, c'était cool. Moi, je pense que surtout Dupont, il a été extrêmement bien ciblé, extrêmement bien analysé par les autres équipes. Les Anglais, Itoje l'a pas lâché. À chaque fois, il se prenait des piliers, des talonneurs qui revenaient dans sa zone, qui lui mettaient des coups à chaque fois pour le gêner, pour le ralentir, et puis dès qu'il partait, il était ciblé par la 3e ligne galloise, il était ciblé par les Anglais, il a été ciblé aussi beaucoup par Amish Watson. À un moment donné, il a été moins libre. Maintenant, utilisons ce focus sur Dupont pour trouver le décalage. Développer autour, ouais. Où se trouve le nouveau décalage du coup. Mais c'est clairement les adversaires qui ont empêché Dupont de plus s'exprimer sur les derniers matchs. Ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc il n'y a pas de souci. Il était peut-être aussi un peu en dedans, il était peut-être fatigué. Il a eu le Covid. Il a eu le Covid. Voilà. Il a eu le Covid. Bon, bah, ça doit pas aider, hein, une petite grippasse comme ça. Enfin, pas une grippasse, mais faire défoncer. Mais un virus comme ça, bon, forcément, ça épuise. Et du coup, il faut mieux le gérer. Il faut mieux le gérer. Ça, c'est vraiment une gestion. Et on comprend donc notamment la frustration de Baptiste Serin. Voilà, on a terminé avec ce focus. Et allez, aujourd'hui, 2 focus pour le prix d'un, mais il sera très rapide. C'est l'équipe type du tournoi. C'est parti pour le dernier focus. Oui, qu'on parle de moi, du tout, je l'ai mêlé, je sais pas moi. On a rien fait. Merde. On se prend pour qui?
L'équipe type du tournoi qui a été décidée par les fans de l'Europe entière. Vous allez voir C'est-à-dire qui 4 sont... pays. De quoi? C'est-à-dire 4-5 pays, quoi. Oui, voilà. Exactement. Non, il y a des Belges, des Allemands, des Roumains. Voilà, qui Quel joue- ficou. Quel La ficu. Ficu, oui, Ficu. Voilà, on le voit donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gallois, 5 Irlandais, un seul Français, 3 Écossais, et donc aucun Anglais, aucun Italien. Et on voit donc le Français qui est présent, du coup, c'est Antoine Dupont, quand même, malgré un tournoi qui a été... Normal. bon, voilà, dont on a déjà parlé. Est-ce qu'il y a des joueurs, tout simplement, que vous changeriez ou non? Moi, je change Sexton, même si ils l'ont mis là parce que c'est le meilleur marqueur du tournoi, mais moi, je mets Bigard. Et je change. À mon avis, je change en 13. Moi, j'aurais bien mis Harris. Mais bon, après, c'est. Ah, ça, le c'est centre perso. écossais qui, Ouais. défensivement, c'est vrai, a fait des matchs incroyables, Et notamment contre nous. Ficou aussi, c'est Ah vrai. ouais, ou Ficou. C'est ce que j'allais dire. Quand même, Gaël Ficou mériterait d'être dans cette ligne de 3 quarts. On joue au sortie Cyril North, Bay quand même. ou Julien Marchand. Ouais, mais le problème, c'est que Wyn Jones, meilleur pilier du tournoi, Ken Owens, exceptionnel aussi. Donc là, pour le coup, j'avoue que les deux, franchement, en face, il y avait compète. Hein. Bon, moi, Il y a quand même beaucoup de duels qui doivent pas quand même se jouer à grand chose. Même, tu vois, je pense à Aldrit ou Olivon. moi, je ne Est-ce comprends que pas Aldrit pourquoi on n'a peut pas qu'un être- seul joueur. Hein. On termine deuxième du tournoi et quand on voit les joueurs qu'on a mis en jaune, Marchand, Ficou, Aldrit, Olivon, Ouais, bah disons que suis en fait, désolé. le problème, c'est que ces 4-là arrivent sur des postes où il y a peut-être beaucoup moins de débats, comme disait Emeric, sur Wyn Jones, sur ouais, Ken mais Owens. Robbie Henshaw, Ouais, par ouais. exemple, Non, mais tu vois- n'a pas sa place comparé à... Henshaw aussi, plus Bah, que North. comparé à Gaël Ficou, non, tu vois. Bah, franchement, moi, je mets Henshaw 12 et je mets 13 Ficou ou Harris, tu vois. Mais en vrai, 13 Ficou, oui, bien sûr. En fait, je me rappelle, je savais que le 13, j'avais un problème. Et George North, moi, je le sors, franchement. Ok, bon tournoi, mais on va arrêter 5 minutes quand même. Mm. Ah ouais, c'est en plus. On va arrêter 5 minutes, les conneries. hein. Non, mais ça va. Et ouais, Sexton, c'est vraiment juste parce que il a mis 65 points. Parce que sinon, en vrai. Puis parce il est qu'il lent. est là. Hein. Mais il est lent, il est si lent, Sexton. Il est lent. C'est ça qui est fou. Il est lent, mais il est bon. Enfin, Il est bon. il fait Il est ses bon. matchs. Mais il fait ses matchs parce que ses matchs, c'est faire du jeu à une passe, tu vois. On lui Ah demande ouais, pas mais de bon, courir. hein. Il est bon là-dedans. Il les fait. Alors bon que là- Dan Bigard, il a alterné quand même. Et Le match de Jalibert futur aussi. du 15 de France, les gars, quel sera-t-il le tournoi d'été? En tout cas, on a des dates qui sont prévues. Est-ce que ça va avoir lieu, oui ou non? J'espère. Ça, malheureusement, on n'a pas sûr. la réponse. Mais en tout cas, voilà ce qui devrait être le calendrier du 15 de France avec une Et tournée là, on va commencer à parler, là. en Australie. Ça va être forcément très intéressant, les gars, de voir. En juillet, donc 3, 10 et 17 juillet. On n'a pas encore les dates, les horaires exacts. Mais on s'en fout pour le moment. Ça va être intéressant de voir cette équipe de France enfin affronter une nation du Sud. Ah bah oui, clairement. Enfin, si tu prends 3 fois 40 grains cet été, peut-être qu'on va revoir notre position sur est-ce que l'équipe de France est si forte que ça. Hein. Parce que, attention, pour l'instant, il n'y a eu aucune confrontation face à une nation du Sud depuis c'est quoi, 2018 Bah, depuis la Coupe Je, du ouais, Monde. je comptais pas l'Argentine en fait, mais Bah, depuis la Coupe du Monde, quand même, ouais. Ouais. La Coupe du Monde. Mais en plus, tu prends l'Australie qui est. Bon, c'est pas du tout le niveau des Sudaf parce ils jouent pas. Mais bon, ils restent champions du monde et ils ont impressionné la terre rugby, la planète rugby, donc il n'y a pas de souci. Moi, je pense que tu prends la nation du Sud la plus prenable en plus. Donc, tu as intérêt de gagner 2 sur 3. hein. Ouais, mais ah ouais. Ah, Pour moi, après, on verra, mais- tu gagnes 2 sur 3. Après, les Australiens en ce moment ramènent beaucoup de jeunes et on ne sait jamais. Non, mais attention, c'est- l'Australie, ça joue au rugby. Moi, mais... moi, je suis assez d'accord avec toi, mais j'attends de voir comment l'Australie va évoluer sur les prochains mois pour vraiment me faire une idée sur quel sera notre objectif. Parce que Et je vais te dire, moi, je vais plus kiffer voir France-Fidji et France-Japon, voir comment on joue contre ces équipes-là. Je trouve que ça va être d'un plus grand enseignement que l'Australie. Mais après, bon, tu fais 3 Australie, c'est cool. Hein. Mais tu Ouais, vois, c'est tu aurais sûr. fait 2 Australie, 1 Fidji, j'aurais trouvé ça très intéressant. eh ben, on va suivre ça. Et on fait un dernier coucou aussi au 15 de France féminin qui avait vu son tournoi à destination reporté et qui donc a son premier match du tournoi à destination contre le Pays de Galles exactement. C'est samedi à 21h sur France 4. Donc voilà, avec les finisseuses. Bah oui, forcément. Les finisseuses avec la Je sais capitaine pas si t'étais obligé Gaëlle de... Hermé. Tu vois, là, je sais pas si c'était le premier truc qu'il fallait relever, tu vois. Ouais, bah, en fait, ça m'a sauté aux yeux. Vous avez Ouais, le bah, côté c'est en bleu, je finisher comprends. pour les garçons, terme en anglais, les finisseuses. Bon, voilà, c'est terminé pour ce bureau ovale. Bon courage aux féminines. On espère qu'elles vont forcément aller gagner parce que Ouais, c'est un les- step aussi comme les garçons. Mm. Elles sont jamais loin, mais
On va voir Contre si les Gallois, ça devrait aller. Il devrait pas avoir énorme surprise. Ah, écoute, on Plus contre les espère. Anglaises qu'on va. En plus, avec, non, pas le public breton, parce que ce sera à huis clos, malheureusement. Merci Thomas d'être Merci à venu vous, à Bureau les gars. Oval. Merci moi, Émeric. Bon, toujours un plaisir, mon Joseph. Exactement. Et puis on se retrouve pour Bureau Oval lundi sur Twitch pour le petit bureau. Et on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux, comme d'habitude, pour la prochaine émission YouTube. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bisous.